Bonjour Kimon, bonjour Claude. Nous sommes ensemble à l'Université catholique de Lille dans le cadre de l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants et nous avons décidé de consacrer cet après-midi de dialogue sur l'innovation économique et l'économie de l'innovation. Vous êtes tous les deux des économistes. Vous êtes tous les deux passionnés par la question de l'innovation dans le monde. Alors, quelles sont aujourd'hui les grandes innovations dans le champ de l'économie et comment mettre l'économie au service de l'innovation? Kimon, quel est ton point de vue sur cette grande question qui anime beaucoup d'esprits aujourd'hui du fait des enjeux de la valeur ajoutée, de comment créer de la valeur aujourd'hui dans un monde de plus en plus compétitif? Écoutez Michel, comme vous voyez dans le livre que j'ai écrit, qui s'appelle en anglais « Buffets and Breadlines, banquets, soupe populaire », et le sous-titre c'est « Est-ce que le monde est fauché ou mal géré ?» Moi je pense que la crise économique fondamentale n'est pas celle qu'on pense. Donc déjà il y a une innovation à essayer de comprendre c'est quoi la crise. À mon sens, il y a deux types de crise économique. Il y a une crise économique de rareté, lorsqu'il n'y a pas assez pour tout le monde, comme après une guerre, un tremblement de terre, l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, il y avait une crise économique parce qu'il n'y avait pas assez pour tout le monde. Et puis, il y a des crises qui sont exactement le contraire, c'est des crises d'abondance, mais une abondance très mal distribuée. Or, mon diagnostic de la crise depuis 2008, c'est effectivement ça, une abondance très mal distribuée, où vous avez des buffets et des banquets et des soupes populaires. Alors, qu'est-ce qui alimente ce point de vue? D'abord, si on regarde le produit mondial brut, l'équivalent du produit intérieur, le PIB, mais pour le monde, on voit que c'est 70 000 milliards de dollars, trillion en anglais. Et ça, c'était en 2012. Aujourd'hui, en parité de pouvoir d'achat, on a 100 000 milliards, ce qui est absolument énorme pour 7 milliards et quelque chose de population, ce qui donne un revenu potentiel par tête pour tout homme, femme et enfant sur cette planète de 10 000 $, ce qui est du jamais vu. Jamais vu dans l'histoire économique. Moi, j'ai enseigné pendant 30 ans l'histoire économique et on n'a jamais eu ce genre de relation et ne se fait que monter. Donc, ce n'est pas une crise de rareté. Ce n'est pas qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. C'est une crise d'abondance mal distribuée parce que nous sommes dans un système où, en fait, on l'a appelé, il y a un auteur américain qui a appelé ça « winner takes all ». Le gagnant rafle la mise. Alors, c'est un système qui n'est pas un système qui permet à tout le monde de s'enrichir. Certains s'enrichissent beaucoup plus que d'autres. Et la preuve, c'est que depuis 2008, le 1% a gagné beaucoup plus dans cette crise que la classe moyenne qui a baissé et dans les classes inférieures. Donc, ce que je veux dire là, c'est que quand on passe du diagnostic de l'économie à la question de l'innovation dans l'économie, moi, je pense qu'il faut passer d'une économie axée sur la production à une économie qui donne beaucoup plus d'importance à la répartition. Parce que les inégalités aujourd'hui, avec le chômage, c'est les deux plus grands problèmes qui existent en économie. C'est pas tellement le problème de la croissance, c'est pas tellement le problème de n'y a pas assez pour tout le monde. C'est ça, en tout cas, mon diagnostic. Alors, c'était d'ailleurs le grand sujet de Davos cette année, cette disparité des richesses. Et on aurait pu s'étonner, on peut s'étonner que ce soit à Davos, puisque c'est tout de même un lieu où les plus riches de la planète se retrouvent et qu'eux-mêmes reconnaissent que ça devient un enjeu majeur. Alors, quel est votre point de vue, Claude, en tant qu'économiste de votre côté? Point de vue, je ne vais pas concurrencer le point de vue de Kimon. Non, la question que je voudrais vous poser, c'est celle-là. Si vous dites le système...
le côté un peu pervers du système actuel, c'est winner takes all, mais est-ce que ce n'est pas inhérent à l'économie de la connaissance dans laquelle nous sommes rentrés, ou un minimum à l'économie d'Internet, puisque Internet, par le biais d'Internet, dès que vous avez une application, il y a peut-être concurrence entre 2 ou 3 grands players, et c'est tout, et vous couvrez la planète en quelques clics. Mais alors là, peut-être, c'est important de préciser tout de même le point que vous pointez. C'est le fait qu'effectivement, dans l'économie digitale, comme il n'y a pas de coût de reproduction, eh bien effectivement, on a tendance à avoir très rapidement des concentrations considérables. Et effectivement, the winner win all. Alors, dans la mesure où on est en train de glisser vers une économie de plus en plus digitale, et encore plus maintenant que jamais, est-ce que c'est pas inhérent, et est-ce que ça ne va pas impliquer alors du coup de repenser complètement l'économie pour répondre à cet enjeu? Alors peut-être il y a une autre question subsidiaire derrière, c'est le fait que ces biens immatériels, ces biens digitaux, tous ces biens qu'on peut maintenant digitaliser, eh bien, changent complètement la nature même de l'économie, puisque, au fond, effectivement, toute l'économie est basée sur cette balance entre des biens matériels et la masse monétaire. Or, aujourd'hui, on a des biens matériels et la masse monétaire, mais on a aussi une multitude de biens immatériels qui, d'ailleurs, croissent beaucoup plus vite que les biens matériels et qui modifient la nature même de l'économie, puisque l'économie elle avait été construite sur des biens matériels. Oui, tout à fait. Bon, moi, je pense que les inégalités font partie du système, c'est inévitable. Mais là, j'introduis quand même une notion de seuil. Lorsque vous avez gagnants et perdants, et 1% gagne énormément et certains autres crèvent de faim, cet écart est un peu inacceptable, même si l'existence de l'écart est inévitable. Prenez Roland-Garros ou Coupe Davis. Vous avez des gagnants et des perdants. Les gagnants, c'est 3 millions d'euros. Les perdants, c'est 1,5 million d'euros. Alors, on ne va pas saigner, on ne va pas pleurer pour les perdants, parce que les perdants sont aussi des gagnants. Alors, aujourd'hui, dans une économie qui est tellement riche, je pense qu'on peut maintenir les inégalités, mais réduire l'écart entre les très riches et les très pauvres, et sans pour autant réduire la motivation d'entreprendre. Au contraire, on augmente la motivation d'entreprendre. Alors pour moi, tout le système, c'est, vous savez, l'économie fondamentalement répond à 3 questions. Quoi produire, comment produire et pour qui produire. Et ça, c'est vrai qu'il s'agisse d'une économie numérique ou qu'une économie matérielle, il y a toujours ces 3 questions. Le quoi produire, on sait comment on le fait, c'est les forces du marché qui décident. Le comment, c'est la technologie, et ça, on maîtrise très bien comment produire. Le pour qui est beaucoup plus compliqué, parce que le pour qui demande une attention à la répartition, et même dans les métaphores d'un buffet, qui est la base même d'un livre. Vous avez un buffet, donc vous avez à volonté, les gens peuvent manger à volonté. Mais même un buffet, ça doit être géré. Parce que tout le monde ne peut pas sauter sur le buffet en même temps. Il faut quand même gérer l'abondance. Alors, ce que moi je dis, c'est qu'il nous faut une économie de gestion de l'abondance qui va tout à fait à l'encontre de l'économie traditionnelle dont la base, la rareté. Dans la base est la rareté. C'est-à-dire, si vous éliminez les raretés, il faut inventer une nouvelle économie, au même sens que si vous éliminez l'idée que deux lignes parallèles ne se rejoignent pas en géométrie euclidienne, il faut inventer une autre géométrie, parce que dans l'économie euclidienne, deux lignes parallèles ne vont pas se rejoindre. Alors l'innovation dans l'économie, c'est de reconnaître l'abondance et de gérer cette abondance plutôt que de supposer qu'on est toujours en rareté. Mais alors, là, c'est l'économiste qui parle. L'histoire a montré que, bon, il y a une certaine illusion en disant on va gérer, c'est supposé être un État ou un gouvernement, alors que les succès viennent quand c'est l'initiative sur le terrain qui commence à dégager les pistes nouvelles. Est-ce que vous voyez sur le terrain, je ne dis pas, bon, peut-être dans certains États, mais sur le terrain, des phénomènes qui
qui seraient les prémices de ce que vous appelez la gestion du buffet, plutôt que de la gestion de la production, ou le dire autrement, on a qualifié de fordiste la dernière période en référence à Henry Ford qui aurait préfiguré à lui tout seul le système qui allait se mettre en place. Est-ce que vous voyez ce phénomène en France, aux États-Unis? Pour le moment, je ne vois pas ce phénomène ni en France ni aux États-Unis. C'est un phénomène qui doit être inventé au niveau des pays ou des régions. Mais c'est un phénomène qui existe au niveau de certains secteurs. Et moi, je suis de plus en plus partisan de la notion d'un revenu de base garanti, où on établit un plancher. Tout le monde a droit à ce plancher, donc on réduit les inégalités, on réduit la misère qui existe dans le monde aujourd'hui par revenu de base, ou au moins, si ce n'est pas dans le monde, dans des régions comme l'Union européenne, sans nécessairement aller dans la direction de limiter le plafond. Parce que Piketty, par exemple, qui attaque beaucoup le problème d'inégalité, il veut taxer les gens les plus riches. Et il le reconnaît que ça ne peut se faire que sous une gouvernance mondiale, parce que sinon, il y a des vases communicants et le capital s'échappe. Mais moi, je dis, c'est même pas nécessaire d'aller là. Si on garantit une base, on revient à un système comme le système Roland-Garros-Wimbledon, où les gagnants gagnent beaucoup, les perdants gagnent un peu, mais pas zéro. Parce que, bon, Wimbledon, le perdant est déjà millionnaire. Mais si on a un système où tout le monde gagne, et ça existe déjà. Par exemple, toute la classe est retraitée. Les gens prennent leur retraite à 55 ans, une espérance de vie jusqu'à 80, 85, donc ils ont 25, 30 ans de retraite. Ils ont un revenu minimum garanti, qui est la retraite. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien. Au contraire, il y a beaucoup de retraités qui travaillent, qui font toutes sortes de choses. Alors moi, je vois l'entrepreneuriat qui va au contraire être amélioré et il y aura une promotion de l'entrepreneuriat si on établit une base, que si on laisse les gens mourir de faim, comme c'est scandaleux de voir les sans-abri à Paris, des mendiants à Paris, alors que l'économie est riche, n'est pas pauvre. Avec un revenu mondial tel qu'on l'a, Alors on va peut-être aborder maintenant, prendre la deuxième partie de l'émission pour aborder la question de l'économie au service de l'innovation. Là, on a vu quelques idées qui montrent les possibilités d'innovation dans l'économie et les questions que ça pose. Je vous propose qu'on s'arrête 5 minutes maintenant pour accueillir Marc Roquette, qui vient juste d'arriver et qui va se joindre à nous sur l'angle innovation au service de l'économie. Non, plutôt l'économie au service de l'innovation.